Bienvenue sur le podcast Cœur à nu. Moi, c'est Emmanuelle Blouin, je suis sexologue et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Abigail Gascon, psychologue spécialisée dans le trauma complexe. Le podcast Cœur à nu vise à mettre à nu des enjeux en lien avec la sexualité, les relations de couple, à briser les tabous et à partager des informations justes, déculpabilisantes en lien avec la sexualité. Aujourd'hui, on brise doublement les tabous parce qu'on va parler de deux sujets rarement abordés, encore très tabous, qui sont les traumas et la sexualité. Donc, on va parler entre autres des impacts des traumas sur la sexualité, notamment des traumas sexuels, plus précisément de traumas complexes. Donc, on vous expliquera en détail. Je vais laisser Abigail le faire, mais principalement, c'est des événements traumatiques de façon répétée, par exemple. Donc, ça peut être de la violence conjugale ou des agressions sexuelles de façon répétée, par exemple. Mais le podcast est définitivement pertinent pour toute personne qui pourrait avoir vécu des traumas. Je sais pas si vous avez eu la même réalisation que moi, mais c'est vraiment difficile d'avoir des informations justes quand on parle de trauma. Il y a peu de professionnels peut-être qui osent se mouiller, je dirais. Il y a souvent des approches, des stratégies, des trucs qu'on va entendre, tu sais, en lien avec différents symptômes qu'on pourrait avoir, mais qui peuvent être déconseillés pour les personnes qui ont des traumas. Donc, ça devient difficile d'avoir des trucs, des stratégies pour faire face à ça. Souvent, on va référer vers la psychothérapie. Les services de psychothérapie sont pas toujours accessibles, principalement actuellement, on le sait. Donc, plusieurs personnes se retrouvent un petit peu sans savoir où aller chercher les informations, puis avec des difficultés à avoir accès aux bonnes ressources. Donc aujourd'hui, on parle vraiment des différences entre le trauma complexe, les diagnostics qui peuvent venir en lien avec ça, les symptômes comme les flashbacks, la reviviscence, la dissociation. On a vraiment parlé de trucs concrets par rapport aux différents symptômes. On vous a parlé de ressources pertinentes en lien avec les différentes situations aussi. Donc, comment gérer les différents symptômes, pourquoi ça survient aussi. Donc, c'était vraiment un de mes épisodes préférés. Je vous suggère définitivement de l'écouter jusqu'à la fin parce qu'on vous partage des trucs, des stratégies concrètes jusqu'à la fin. Donc, je pense que tout au long du podcast, on revient sur le fait que c'est extrêmement important de s'écouter aussi. Abigail déconstruit certains mythes en lien avec le trigger warning dont on entendait souvent parler. Donc, je ne vous ferai pas de trigger warning aujourd'hui avant de commencer l'épisode, mais je vous invite quand même à vous écouter, évidemment. Puis s'il y a des choses que vous trouvez un petit peu plus difficiles, par exemple, de prendre des pauses, de pas hésiter à y revenir par la suite, de faire des choses qui vous font du bien, par exemple, de vous mettre dans un contexte où vous vous sentez un petit peu plus safe, si ça peut être un épisode qui déclenche certaines choses chez vous. On vous conseille plusieurs ressources à la fin, donc je vais vous les mettre aussi dans le bas de la description. Sur ce, bonne écoute. Puis, avant de vous lancer avec l'épisode, je voulais aussi mentionner que je travaille actuellement sur un nouveau projet pour les personnes qui sont en couple, puis dans des relations à long terme, puis qui ont des difficultés à maintenir le désir dans leur relation, maintenir la petite étincelle, qui tombent facilement dans une routine, ou juste les couples occupés qui ont de la difficulté à faire la place qu'ils aimeraient à la sexualité dans leur relation, continuer de prioriser la sexualité, trouver des nouvelles idées pour briser la routine, intégrer un petit peu plus de jeu, de complicité. Moi, c'est une de mes passions. Dans les questions que j'aime le plus recevoir, c'est à savoir si j'ai des trucs, des stratégies pour faire telle chose, des jeux, des exercices. J'adore partager ça. Donc, j'ai conçu un abonnement, un membership, en fait, qui vise à chaque mois à vous partager un petit plan de match pour le mois. Donc, vous allez recevoir une thématique pour le mois, vous allez recevoir des jeux aussi. Il va y avoir un atelier par mois, accès à une communauté, vous allez pouvoir échanger, poser vos questions. Il va y avoir une bibliothèque remplie de ressources pour stimuler votre imaginaire érotique. Donc, à chaque mois, vous allez avoir des nouveaux textes, des audios pour parler de fantasmes d'imaginaire érotique, puis stimuler un petit peu votre désir, en fait. Puis, il va y avoir aussi une bibliothèque remplie de ressources, de livres, de méditations éventuellement à venir, de sites internet, podcast érotique, audio érotique. Donc, vous allez tout pouvoir retrouver ça sur une même plateforme. C'est définitivement quelque chose qui manquait dans le monde francophone, même en anglophone. Je suis pas certaine si ça existe déjà. Moi, c'est souvent des choses que je me fais demander, des fois, soit ou trouver des bonnes ressources. Quand on essaie de trouver sur Internet, on peut facilement se perdre. C'est difficile de trouver du contenu de qualité qui est vraiment agréable à regarder aussi. Donc, l'abonnement vous permet de regrouper tout ça à un endroit, de vous le donner de façon vraiment accessible. Puis, je sais aussi que souvent, par exemple, soit les gens ont juste envie un petit peu de ramener un petit peu d'étincelle ou de passion dans leur sexualité, ils savent pas trop par où commencer, ils veulent pas nécessairement entamer un suivi pour ça, mais ont de la difficulté à trouver des ressources adéquates. Donc, c'est
exactement pour ce genre de personnes-là, mais aussi pour les personnes qui auraient déjà fait un suivi, par exemple, en lien avec des enjeux par rapport au désir ou d'autres difficultés dans leur sexualité, dans leur couple, ou déjà fait un programme plus avancé comme mon programme Désiré, puis qui auraient envie de maintenir ça, de le maintenir un petit peu sans nécessairement devoir, tu sais, toujours reprendre des consultations pour un update, mais juste d'avoir des ressources pour maintenir la place qui est faite à la sexualité, maintenir le plaisir, continuer d'avoir des idées pour pas retomber dans la routine puis retomber dans nos vieilles pantoufles. Donc, le membership Erotic Club a exactement été conçu pour ça. J'ouvre la liste d'attente là au moment où le podcast va sortir. C'est la liste d'attente qui va être accessible. Donc, je vous mets le lien aussi dans la bio. Puis, dès que l'abonnement va être en marche, je vais vous mettre le lien directement pour y avoir accès. Donc, bonne écoute! Bienvenue sur le podcast. Bienvenue Abigail. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Ben, ça me fait grand plaisir d'être là. Merci de m'avoir invitée. Donc, Abigail, pour ceux et celles qui la connaissent pas, est psychologue et travaille auprès des personnes qui ont vécu des traumas, qui ont vécu des violences. Moi, je t'ai découvert entre autres par ta page Instagram Trauma Sensible où tu avais fait un mouvement, en fait, pour parler des professionnels qui étaient sensibilisés qui avaient des approches sensibles au trauma, qui était vraiment un mouvement intéressant et nécessaire, une belle initiative, j'avais trouvé. Puis ton contenu que j'adore, là, qui démystifie plusieurs choses en lien avec les traumas, avec les TSPT. On démêlera aussi tous les termes aussi, là. Mais voilà, donc merci encore d'avoir accepté mon invitation. Puis c'est justement le thème du podcast d'aujourd'hui. On va parler de trauma. Puis, d'où le thème du podcast, on va y aller plus spécifiquement avec des traumas en lien avec la sphère sexuelle, entre autres. Donc, je sais pas si tu veux commencer par te présenter aussi un petit peu. Ben oui, je peux bien faire ça, mais merci du beau résumé déjà. Donc moi, je suis psychologue, clinicienne. Je fais à la fois de la pratique privée, puis j'ai une pratique dans le réseau public aussi. Dans tous les jours de mon travail, peu importe le milieu, c'est vraiment avec des gens qui ont vécu un vécu de trauma. C'est particulièrement le trauma complexe que avec les gens avec qui je travaille, on pourra en parler, mais grosso modo, des personnes qui ont vécu plusieurs traumas, puis que les traumas ont été en relation. Et parmi ces gens-là, ben beaucoup, ça va être justement des traumas sexuels. Donc, Okay. c'est dans mon quotidien des personnes que j'accompagne. Puis, ben, évidemment, il y a comme une partie de... Bon, tu m'as découvert via mon compte Instagram. Ça, c'est plus comme une partie de sensibilisation que je fais comme volontairement, bénévolement pour le moment parce que j'y mets beaucoup de l'avant sur ma page que le trauma, il y a quelque chose de très social à ça et que on peut faire un travail individuel. Puis en même temps, je trouve que la psychothérapie, c'est très vu comme intrapsychique. Puis c'est vrai, je peux pas nier que mon travail, c'est un peu ça. Mais il demeure que les fondements, les racines de la violence sont beaucoup comme systémiques. Puis je pense qu'on doit sensibiliser en tant que professionnel puis en tant que société. Donc, j'aime avoir un volet sensibilisation, information, éducation dans mon travail. Donc, ça, c'est ma page Instagram qui prend ce petit bout-là. Ouais, définitivement. Puis c'est tellement le fun de pouvoir rendre ça un petit peu plus accessible aussi. C'est ça que je te disais dans nos premières conversations, tu sais, de pouvoir le simplifier le plus possible, rendre ça accessible au plus de gens possible. C'est ça qui est le fun des réseaux sociaux, même si c'est pas toujours évident à simplifier quand on parle de sujets délicats comme ça aussi. Mais Ouais. c'est important. Oui, puis c'est vrai, hein, que ce que tu dis qu'avec le trauma, c'est comme aussi, on dirait comme une genre de réticence, de faux dessus, faux pas. Puis moi, c'est une question que je me pose beaucoup quand je mets du contenu. Et en même temps, c'est quand même dit par plusieurs auteurs, chercheurs dans le domaine du trauma que la dynamique du trauma, souvent, en tout cas, du moins souvent le trauma intrafamilial, c'est comme l'espèce de secret, puis on va laisser le voile là-dessus, puis il y a beaucoup, souvent une dynamique il y a comme beaucoup de témoins négligents un peu autour de ça, tu sais, et donc, c'est un peu de faire le pont, la balance entre les deux. Tu sais, on veut pas aller mettre plein de contenu qui va être là pour, je sais pas comment dire, on veut pas ébranler trop, mais en même temps, je pense que c'est important
de pas faire comme si ça n'existait pas. Puis moi, je suis beaucoup dans l'optique de laisser les gens prendre l'information qu'ils veulent lire puis de leur faire confiance, que si ce qu'ils lisent, c'est comme trop pour le moment pour eux, ben j'aime mieux qu'ils choisissent eux-mêmes versus comme mettre plein de trigger warning puis tu sais comme décider de plus écrire là-dessus. Mais c'est une question à se poser vraiment. Comme tu dis, c'est délicat et le faire de façon accessible, je pense que c'est toujours dans ma réflexion. Je pense que c'est important que les gens qui veulent l'information puissent en avoir. C'est un peu ça ma philosophie. Ouais, puis parce que c'est difficile à trouver aussi, puis je pense qu'en effet, tu sais, beaucoup de personnes ont peur d'aller vers ça parce qu'ils ont peur de peut-être déclencher certaines personnes, de trop en dire, que ça soit pas approprié, que ça puisse nuire à certaines personnes aussi. Fait que, tu sais, en effet, là, je pense qu'on était beaucoup dans le mettre des trigger warnings un peu partout, éviter les sujets, essayer de pas, par exemple, nuire à aucune personne dans ce qu'on pouvait dire, c'est de faire comme beaucoup d'avertissements, faire attention. Oui, puis il y a même eu des recherches là-dessus que les trigger warning, finalement, c'est pas tant conseillé, indiqué. Puis moi-même, peut-être, si je me recule, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je savais pas ça. Puis c'est en fait en commençant à faire du contenu que j'ai plus fait la lumière là-dessus. C'est comme si on veut tellement pas faire de mal, tu sais, en lien avec les traumas, que finalement, tout le monde se met un peu à faire de l'évitement, tu sais. Puis c'est correct de vouloir bien faire notre travail. Là. Je pense qu'il faut être formé un minimum avant de faire quelque chose. Mais même, il y a des choses qui peuvent être faites sans être hyper spécialisées en trauma. Puis je pense qu'on a tellement peur que des fois, on se met à éviter. Puis quand on pense à ça, ben l'évitement, c'est quand même en soi une réponse du stress post-traumatique que les gens peuvent vivre eux-mêmes. Fait que j'ai l'impression que des fois, en tant que système, puis j'inclus, tu sais, système soignant, là, donc que ce soit au privé, au public, c'est comme si tout le monde fait comme un peu « Ouh! » Puis là, on a comme envie d'éviter la question de peur de, tu sais. Puis dans ce temps-là, ben finalement, on est en train de reproduire un peu ce que les clients vivent eux-mêmes. Donc, j'ai comme envie, puis ça va peut-être être ça un peu aujourd'hui, dans le fond, de l'approcher, puis de se rendre compte qu'on peut être sensible à cette question-là, puis qu'il y a des choses qu'on peut faire, même si on n'est pas comme expert. Puis bien sûr, après, c'est correct, il y a des choses qui appartiennent à, ben ça prend la formation pour faire ça. Mais tu sais, croire, je vais le dire rapidement, mais croire quelqu'un dans son vécu, pas besoin d'avoir une formation spécialisée pour ça, tu sais. Être une oreille, pouvoir écouter. Donc, ça serait un exemple, mettons. Ouais, en effet. Puis c'est important parce que, tu sais, je connais pas les statistiques par cœur, mais il y a un grand nombre de personnes qui ont vécu différents traumas aussi. Fait que, pas comme professionnel en santé mentale, on est exposé à ça, qu'on le veuille ou non. Fait qu'on n'a pas le choix d'apprendre à avoir une approche qui est sensible à ça. On peut pas tout référer les personnes qui en ont vécu. Il y a quand même certaines choses qu'on peut faire. Oui, puis le vécu traumatique, tu sais, c'est assez transdiagnostique dans le sens où c'est sûr que puis je pense que bon, c'est dans nos premiers thèmes là, fait qu'on va y venir. Mais tu sais, on a comme des diagnostics qui sont mettons un de ceux-là, c'est le trouble de stress post-traumatique, mais on peut aussi avoir vécu des traumas puis finalement on répond pas à tous les critères pour le trouble de stress post-traumatique, mais on sait que c'est une des corrélations, des liens qui est le plus établi, c'est que le vécu traumatique, c'est lié à écrasante majorité de conditions de santé mentale, TSPT et autres. Donc, c'est comme une des choses qu'on le sait qui est davantage liée aux conditions de santé mentale. Et donc, si on est professionnel en santé mentale, c'est comme inévitable. On pourrait pas dire, moi, je fais pas de trauma. Ça se peut qu'on se dise, moi, c'est pas ma route de devenir expert TSPT ou expert TSPT complexe, ça va. Mais de dire, je vais pas pratiquer avec des gens qui ont vécu des traumas, ça va être. Je pense que tu le sais. On en exclut une bonne partie. C'est ça, vraiment. Ouais. OK. Fait qu'on peut commencer peut-être justement par définir le plus, en simplifiant le plus qu'on peut, d'avoir trauma versus trauma complexe. Oui, puis pour simplifier, je vais y aller comme avec, mettons qu'on pourrait se dire que le trauma, c'est le vécu. Tu sais, fait que avoir vécu un événement traumatique, donc avoir vécu un trauma, moi j'aime bien dire ça va être un événement qui excède largement la capacité d'adaptation des personnes. Le DSM nous dirait qu'il il faut avoir été exposé à la mort ou une menace de mort ou même chose comme une blessure grave ou un risque de blessure grave on craint pour notre intégrité. La définition que je viens de donner juste avant, là, celle où ça dépasse largement les capacités d'adaptation, elle vient de Ford et Courtois, ce n'est pas la mienne, et je trouve qu'elle est plus large. Bien sûr, il y a plus d'interprétations dans celle-là, mais c'est que ça nous permet de dire, excéder largement les capacités d'adaptation. On a le mot largement, tu sais,
Puis on se dit, ben c'est sûr que ce qui excède les capacités d'adaptation d'un enfant de 4 ans, c'est quand même pas la même chose qu'un adulte. Donc, il y a un espace pour la sphère développementale que j'aime mieux dans cette définition-là, notamment. Donc, on pourrait se dire ça. Il peut y avoir, donc, trauma, un événement qui vient vraiment excéder notre capacité d'adaptation. Puis, au point de, ça aussi, c'est important de comme venir rompre l'homéostasie. Puis, on dit homéostasie, c'est un mot qui fait plus corporel, on dirait, mais c'est parce que dans le trauma, le corps en prend littéralement un coup, là. Donc, vraiment, il y a des impacts, on sent que l'équilibre est rompu, puis que ça dure quand même, ben souvent, en tout cas, quand on a vécu un trauma, on va sentir que ça dure, puis qu'il y a comme une petite coche de plus que un événement difficile, tu sais. Là, si on me demandait de tracer la ligne précise, je trouverais ça dur parce que les réalités de chaque personne sont vraiment uniques. Mais il y a quand même, on pourrait dire généralement, c'est on peut vivre des expériences difficiles, on se sent un peu secoué, ou OK, on se remet sur nos pattes, on a peut-être pleuré un peu, on a été fâché, tu sais. Puis il y a le trauma, où c'est comme si le fonctionnement vient comme ouh, parce que l'événement excédait trop nos capacités d'adaptation. Donc ça serait trauma. Puis trauma complexe, c'est un trauma. Puis il y a la notion de répétition et de relationnel. Donc répéter, relationnel, et il y a un sentiment de captivité, on pourrait dire. C'est pas dire que toutes les personnes qui ont vécu un trauma complexe ont été embarrées, là, mais c'est comme, faut le prendre au sens de se sentir pris. Puis un des exemples de ça... Oui, exactement. Un cycle, c'est très bien dit. Un des exemples de ça, ça va être quand on pense trauma complexe, la plupart des gens vont penser à maltraitance dans l'enfance. Puis en fait, c'est un bon réflexe parce que c'est souvent ça. On pourrait quand même qualifier la violence conjugale d'une forme de trauma complexe répété, relationnel, être comme dans un cycle, comme tu l'as dit, dans un sentiment de comme captivité, je suis prise, tu sais. Donc voilà. Donc ça serait trauma répété relationnel, sentiment de captivité, on est plus dans le trauma complexe. Donc, c'est un peu ça qui distingue les deux. Donc, on parle d'un vécu, tu sais, puis on parle pas pour le moment là, de diagnostic. Là, mettons qu'on les décrit en tant que concept, là, ça serait ça. Et c'est important pour moi de mentionner que dans la recherche, il y a des auteurs qui vont dire trauma complexe, c'est comme... En fait, ce serait l'expérience, puis un peu les conséquences aussi qui viennent avec. Mais pour simplifier, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, ce qui n'est pas faux non plus, que tu sais, trauma complexe, on peut vivre cette expérience-là, puis ça ne veut pas dire qu'on a le diagnostic et les symptômes nécessairement du stress post-traumatique. C'est clair dit comme ça? Ou... Ouais. Oui, je pense que c'est vraiment bien expliqué, ouais. Comme ça, c'est on comme peut avoir on vécu ces situations-là sans nécessairement avoir développé comme tous les symptômes qui permettent de dire qu'une personne aurait un diagnostic associé. Ben puis oui, si on parle du diagnostic, mettons TSPT, là, TSPT complexe, c'est ça que pour moi qui est important de distinguer, c'est qu'on pourrait avoir un vécu de trauma complexe, mais ne pas développer un TSPT ou un TSPT complexe. Il y a des bonnes chances qu'on ait des manifestations, là, des réponses à ça, là. Mais ça se peut qu'on coche pas là, comme l'espèce de liste de critères pour un ou deux des diagnostics que j'ai mentionnés très brièvement. Puis, une personne pourrait tout autant aller chercher l'aide qu'elle a besoin sans nécessairement avoir besoin d'avoir un diagnostic associé. J'imagine qu'il y a quand même certains bienfaits à aller chercher un diagnostic pour les personnes qui oui, en fait, là, le diagnostic, là, tu sais, parfois, il va être posé comme tel, il va avoir un rapport d'évaluation. Parfois, les personnes, ça va leur faire comme du bien, tu sais, d'avoir un nom à ce qu'ils vivent, puis il peut être posé. Et bien sûr, on peut quand même aller chercher de l'aide du moment qu'on a vécu des traumas, qu'on a l'impression qu'il y a un impact sur nous. Même si on ouvre le manuel où on voit des publications, mettons, de professionnels comme moi ou comme d'autres sur les réseaux sociaux qui parlent des critères TSPT complexes, puis là, on se dit, mon Dieu, j'y remplis pas tous. C'est pas le diagnostic qui va faire que, bon, ben, c'est le temps d'aller chercher de l'aide ou pas, là. Donc, on peut bien sûr entamer une démarche de relation d'aide ou de psychothérapie, même si on n'a pas le diagnostic comme tel. Puis là, ben, évidemment, je vais faire mon petit bémol là, ici de psychologue. Si on veut un diagnostic ou si on veut de la psychothérapie pour le TSPT ou le TSPT complexe, ben là, c'est sûr que là, il faut aller voir un psychologue. Mais je veux dire, on peut s'engager dans plein d'autres démarches d'aide ou une psychothérapie sans que ça soit l'étiquette TSPT la première affaire à avoir. Là. Ça, pas de problème. Oui.
Puis le vécu de la personne, t'es quand même autant valide, puis les conséquences sont réelles, même s'il n'y a pas de diagnostic. Ben vraiment, vraiment, d'autant plus que, tu sais, il y a beaucoup d'autres types de réponses aux événements traumatiques qui sont pas, tu sais, souvent on pense flashback, on pense cauchemar, mais je veux dire, on sait que les traumas, ça a des impacts dans plein de sphères, tu sais, sphère identitaire, sphère relationnelle, euh, mon Dieu, sur l'humeur. Donc, il y a comme, ça se peut que c'est plus ça pour nous qui est impacté, puis que nous, on n'en a pas de cauchemar puis de flashback, tu sais, mais c'est pas juste ça les réponses à un trauma. Donc, tu sais, les chercheurs, les chercheuses, puis certains cliniciens, c'est comme si on a un manuel diagnostic en santé mentale, puis c'est un peu pour compartimenter les choses, là, mais tu sais, des fois, c'est dur quand même de compartimenter. Donc, j'ai vraiment envie de normaliser que oui, 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 mon Dieu, c'est autant valide, même si on coche pas toutes les cases, tu sais. Ouais. Puis, est-ce que tu trouves que le terme trauma est un peu surutilisé, parfois? Ouais, c'est une bonne question. C'est une question tellement délicate. Je trouve Ouais. quand même qu'il y a comme un paradoxe avec le mot trauma. Je trouve tellement qu'on a du chemin à faire pour avoir des services que j'appellerais, tu sais, comme trauma spécifique, là, comme j'ai un TSPT, un TSPT complexe ou l'impression de, j'ai un vécu de, puis en tout cas j'ai des symptômes, mettons. Puis j'arrive pas à avoir des services comme spécifiques pour ça. C'est comme si, je peux avoir des services généraux, mais je sens vraiment que j'aurais besoin de revisiter cette histoire-là ou, mettons, d'adresser autre chose qu'on pourra parler tantôt, mais ma dissociation, puis ils n'arrivent pas à trouver. En tout cas, j'ai beaucoup cet écho-là. Quand les gens viennent dans mon bureau, finalement, ça fait, j'ai l'impression longtemps, des fois, qu'ils cherchent. Fait que là, je me dis, bon, ben, on n'en parle pas assez, où il y a beaucoup de déni des violences, des traumas dans notre société encore. Ouais, qui sont minimisés. Vraiment. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est vrai aussi que des fois, on entend comme hey, ça, c'est mes traumas. Hey, ça m'a traumatisé. Puis dans le fond, tu sais, on peut parler de choses difficiles ou de choses stressantes, mais c'est pas nécessairement traumatique, tu sais. Puis là, quand c'est délicat, c'est que je suis bien consciente que je suis pas dans le salon de tout le monde pour être en train de juger leur histoire. Mais il y a vraiment comme une dialectique qui est bizarre. Puis j'ai l'impression que ça, peut-être, des fois, ça rend certaines personnes sceptiques puis moins empathiques quand après ça, les personnes qui ont vécu, par exemple, de l'inceste ou là, tu sais, je veux dire des choses qui sont difficiles, mais qui arrivent à des gens avec des expériences de torture, des gens qui deviennent demandeurs d'asile. C'est comme si ça vient faire comme, ben là, tout est un trauma, puis quand on veut mettre de l'avant les traumas de certaines personnes qui ont vécu beaucoup de traumas puis qui disent on n'a pas l'aide, on n'a pas la reconnaissance, ben il y a des gens comme tannés d'entendre parler tout le monde de trauma à la légère. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, là, mais... Ouais. Ouais, c'est que pour certaines personnes qui ont... Mais en même temps, tu sais, je comprends comme tu dis un peu, puis comme on disait, on va pas aller invalider une personne qui dirait qu'elle a vécu des traumas en disant ben non, c'est pas ça, tu corresponds pas ben non, aux définitions, tu sais, ben non, Mais ben c'est aussi non. que pour certaines personnes, d'entendre tout le monde parler de trauma, de situations qu'ils sont pas vraiment, au final, ça peut invalider un peu leur expérience, dans le fond. Ou J'ai la faire l'impression. passer plus sous silence, ouais. J'ai l'impression, puis c'est vraiment, je parle vraiment avec beaucoup de nuances ici parce que ça m'arrivera jamais, puis ça me serait jamais arrivé de dire à quelqu'un c'est pas vraiment la définition, là, exactement comme tu Ouais. dis. J'aimerais que tu arrêtes d'utiliser le mot trauma. Puis là, je me fie plus à, mettons, dans divers milieux de travail ou même quand j'étais en stage, j'avais l'impression il y a ça, il y a peut-être une surutilisation du mot trauma. Puis je l'ai entendu aussi dans des formations en trauma, tu sais, puis que ça crée, puis ça, je le vois, je l'entends chez des collègues avec qui j'ai travaillé. Alors, tout le monde avec leur trauma, là, ben oui, on le sait, là, maintenant, il faut tout être trauma sensible parce que tout le monde est traumatisé de toute façon. Puis là, on dirait que c'est comme une banalisation. Tu sais, il y a quand même des gens qui ont des expériences qu'on n'a pas tous et toutes, là. Tu sais, donc, ouais. Je pense que moi, mon souci, il est pas tant de faire la police de l'utilisation du mot trauma, mais certainement que la surutilisation du mot trauma ne vienne pas minimiser. Et là, qu'on n'ait plus envie d'entendre les gens qui sont dans des grosses situations de réaction de stress post-traumatique puis qui manquent de reconnaissance, puis qu'on le dit pas assez finalement que c'est ça. C'est clair mon affaire. Oui, vraiment. Ouais. C'est quand même délicat. Ouais, je pense que c'est des belles nuances, puis c'est important, ouais, quand même d'en parler, là, sans invalider le vécu des gens, mais... Oui, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, du moment que quelqu'un est comme, ah, ça, j'ai vraiment vécu ça comme un trauma, tu sais, je me suis sentie vraiment, justement, c'est comme si c'était trop au-delà de ma capacité d'adaptation. Puis quand ça vient de cette place-là, je pense qu'on est personne pour aller comme catégoriser. Bon, peut-être que le DSM dirait que c'est pas ça, mais moi, je suis pas le DSM, ça me dérange pas vraiment. C'est plus, mettons, tu sais, je vais donner un exemple concret, là.
le trafic à Montréal, là, c'est traumatisant. Là. Ben, Mhm. t'sais, Ouais. Mais au même titre qu'il y a beaucoup d'enjeux de santé mentale, je pense, ont été utilisés comme ça. Tu sais, je pense entre autres à la bipolarité ou comme plusieurs choses tu sais, qui ont été utilisées comme de façon vraiment inadéquate pour parler de situation. Puis, C'est vrai, je pense que tu as raison. C'est vrai, ça. C'est quelqu'un qui se sent pas pareil qu'hier, puis qui est comme, mon Dieu, c'est quoi, je suis bipolaire. C'est ouais, ça peut faire un bon parallèle. Ouais. Ouais. Puis pour parler un petit peu des symptômes, tu sais, on parlait entre autres en lien avec les diagnostics, tu sais, de troubles de stress post-traumatique et autres, mais les principaux symptômes, conséquences que tu observes toi, par exemple, en consultation haute. Oui. Ben, tu sais, ce qui va souvent y avoir, là, j'ai dit, c'est pas juste ça, mais il y en a souvent, c'est ce qu'on appelle comme les reviviscences traumatiques ou les intrusions traumatiques. Ça, c'est un peu, justement, c'est intrusif. En fait, c'est les affaires que les gens veulent pas vraiment. Donc, j'ai ces images-là alors que c'est pas le temps, alors que je les voudrais pas. Ça peut être des images, des genres de petits flashs d'images. Ça peut être des pensées intrusives liées au trauma. Ça peut être des genres de Des souvenirs. voix aussi. Moi, j'entends. Est-ce que tu le rentrerais là-dedans dans la revivance? Moi, j'entends souvent des voix. Si j'entends, par exemple, la voix de mon agresseur ou. Ça peut, oui, des reviviscences sous forme de voix, ça se peut. Ça se peut aussi plus sous forme de sensations physiques. Avec les voix, là, ça rentre dans un autre sujet. Puis je pense pas qu'on couvrirait ça aujourd'hui de toute façon. Tu sais, je pense pas que c'est utile nécessairement pour les gens, mais c'est de savoir que ça peut être une reviviscence. Puis à un certain point aussi, les voix peuvent être signes de dissociation, donc de symptômes plus dissociatifs. Mais je pense que à retenir, mettons, pour simplifier pour les gens, c'est ça se peut là, qu'en lien avec des traumas, il y a des voix que t'es comme, voyons. Puis ça peut faire peur, hein, parce que souvent, on associe voix à psychose, mais ça peut être des intrusions post-traumatiques, ça peut être des symptômes dissociatifs. Donc, dans ce temps-là, c'est vraiment se dire, valider. Oui, ça se peut que ça soit lié à mes traumas, puis là, aller en discuter avec un professionnel, tu sais. C'est ça que je conseillerais, mettons. Mais les chances que ce soit lié sont très fortes, oui. Oui. Donc, reviviscence, ce serait ça. Puis j'ai pas dit, là, mais j'ai dit des images, mais des flashbacks complets, ça existe aussi. Là. Des flashbacks comme tel, c'est qu'on se sent comme ça se repassait. Des fois, les gens vont même se mettre à agir avec leur corps, leur voix, comme si le trauma se repassait ici, maintenant. Fait que c'est plus qu'une pensée. Ouais, ben tu sais, comme, oui, un flashback est vraiment quelque chose de distinctif. C'est vraiment comme être là-bas dans le temps, le temps qui pourrait être l'enfance ou qui pourrait être l'adolescence ou l'âge adulte, dépendamment du temps du trauma, là, de quand le trauma se passait, au lieu d'être ici maintenant. Donc, par exemple, si j'avais un flashback pendant que je te parle, je pourrais comme complètement oublier qu'on est ensemble puis agir, par exemple, en me cachant ou en utilisant une voix qui est plus apeurée ou en respirant plus vite, puis en agissant, tu pourrais comme voir sûrement que je suis plus là avec toi. Cela dit, bon, je parle d'agir, mais le degré de comment la personne va bouger avec son corps, parler, ça peut varier, mais ça va être vraiment l'aspect de vraiment plus être ici maintenant. Parce qu'on peut être ici maintenant puis avoir comme un flash ou une pensée ou un souvenir comme plus physique du trauma, mais se rappeler quand même qu'on est, mettons, pour moi en ce moment, dans mon bureau, tu sais. C'est ça qui est différent avec le flashback. C'est qu'il y a comme on est comme transporté un petit peu. Mais c'est tout dans la même comme catégorie. C'est tout des reviviscences traumatiques. Donc, puis j'imagine qu'il doit y avoir aussi plusieurs zones grises entre tout ça, puis parce que même par rapport à la dissociation, tu sais, comment tu distinguerais les... Ben, t'as tout compris. C'est que avec les reviviscences, ça peut aller jusqu'à oui, la dissociation est incluse, c'est pas obligatoire, tu sais, mais oui, la dissociation peut embarquer là-dedans. Puis tu sais, les troubles dissociatifs, c'est une catégorie distincte. Donc, on peut avoir un trouble de stress post-traumatique avec de la dissociation parce que, comme tu as très bien saisi, dans le flashback, il y a comme de la dissociation. En fait, il y en a. On peut aussi avoir comme un trouble dissociatif comme tel. Fait que je vais pas rentrer dans tout ça parce que ça prendrait sûrement un autre heure juste pour ça. Mais c'est toutes des conditions liées au vécu traumatique et c'est pas tant... C'est comme... Je pense que ce qui est important, c'est que les gens entendent que, tu sais, ça peut être surprenant, des fois, les symptômes post-traumatiques, puis de se faire confiance, puis de se valider dans
ça se peut que c'est vraiment ça, là. Surtout si j'ai vécu des traumas, c'est lié à Mhm. mon trauma. Je suis pas en train de virer fou ou folle, mais ils peuvent faire passer un flashback avec la dissociation, ça marque, là. Et là, dans ce temps-là, c'est signe de, OK, si j'ai besoin d'aide, parce que, de toute façon, même si je donnais toutes les distinctions, pour faire l'évaluation de ça puis séparer ça, ça prend quelqu'un qui peut faire de l'évaluation, tu sais. Ouais. Donc, il faudrait pas que les gens se mettent ça sur les épaules, tu sais. Mhm. Ouais. Puis, de ce que Mais, je comprends, peu importe le titre qu'on lui donnerait ou le nom, la catégorie mhm, DSM, peu importe, le principal, c'est juste de valider au final que mhm. comment on se sent, puis Exact. de reconnaître que ça peut être lié. Oui, exactement. C'est comme si ma réponse, c'est ben, que ça soit plus des flashs d'images, des flashs de pensée, de voix d'agresseur ou un flashback complet ou ben, des flashbacks complets puis des moments de dissociation aussi, même quand les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de souvenir traumatique, de valider tout ça, là, tout ça, c'est des réponses de stress post-traumatique qui existent. Fait que Mhm. tout ça, ça parle d'un corps et d'une psyché, d'un cœur qui en a comme trop, tu sais, puis qui a été comme surtaxé. Et c'est des réponses normales à un contexte anormal. Fait que Mhm. c'est juste important d'entendre tout ça, ça se peut, puis c'est pas pareil pour tout le monde, tu sais. Mhm. Ouais. Mais oui, fait que ça, c'est la plus grosse pire. Les cauchemars aussi, c'est une forme d'intrusion. C'est une forme d'intrusion dans le sommeil, là. Fait que c'est aussi dans la catégorie des reviviscences, qui est comme celle qui est souvent plus connue, même si les nuances manquent, là, mais qu'on entend. On se dit, ah ben oui, quelqu'un qui a un trauma, ça se peut qu'il y a des flashbacks, des cauchemars, des pensées liées à son trauma. Mais ben d'autres Mhm. choses aussi, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Puis, ça sert à quoi, tout ça? Moi, je trouve ça le fun d'essayer de comprendre un peu parce que, tu sais, c'est des choses qui peuvent Mhm. être vraiment souffrantes, qui peuvent être difficiles. Fait que des fois, juste de comprendre pourquoi notre cerveau nous inflige ça, ça peut aider. Oui, ben, dans le fond, là, c'est comme si dans le trauma, c'est vraiment un signe moi j'appelle souvent ça la marmite qui bouillonne, là, comme en consultation, mais c'est comme, ça a pas descendu. Tu sais, ça descend pas. Puis une des choses puis les intrusions, en fait, sont pas là pour rien. Ils sont là pour faire comme, ça existe, ça existe, ça existe, Mhm. ça existe, ça rappelle, ça a existé, ça a existé. Puis il y a pas comme d'intégration. Puis quand il y a pas d'intégration de ce qui s'est passé dans, mettons, ben, le corps, la psyché, l'histoire de vie, l'identité, tu sais, c'est gros, là, le processus d'intégration, ben, ça bouillonne comme. C'est un peu ça, les intrusions. Mhm. Est-ce que ça se peut que ça diminue? Ben oui, on peut faire du travail en psychothérapie pour ça, là. C'est pour ça qu'on fait ça, justement. Et il y a une des choses, notamment, c'est que les images euh, ou les intrusions particulièrement, souvent elles ont lieu parce que dans le trauma, c'est comme s'il y a l'aspect le souvenir émotionnel est déconnecté de ce qu'on appelle un peu plus la mémoire froide, là, qui est comme le contexte, le temps, le lieu, le cas. Surtout pour les gens, puis dans les traumas en général, mais pour les gens qui ont beaucoup de traumas, souvent il y a juste comme des impressions floues. Classer ça dans le temps, dans le où, c'est difficile. C'est comme si c'est des fragments. C'est comme ça que ça fonctionne la mémoire traumatique. C'est un peu comme plein Mhm. de petites choses pas vraiment intégrées puis placées. Est-ce que ça s'intègre puis ça se place? Ben en tout cas, ça peut en thérapie se placer un peu plus, mettons. Je le dirais comme ça. Mhm. Fait que le processus de guérison, si on peut dire, de gestion de tous ces symptômes-là passe par l'intégration, principalement, de ce que je comprends. Oui, notamment. Puis tu sais, pour se rendre à comme cette intégration-là, ben il y a comme des phases dans la psychothérapie, tu sais. Puis moi, je suis psychothérapeute, fait que c'est sûr c'est ma façon d'approcher le vécu Mhm. post-traumatique. Mais tu sais, souvent, là, une des premières étapes, c'est de faire un petit peu d'éducation psychologique pour que les gens comprennent leur réaction, puis aussi de pratiquer. Puis ça, les intervenants en général, autres que psychothérapeutes, le font aussi, c'est comme, OK, je connais mes réactions, j'apprends à connaître mes déclencheurs, puis je pratique des stratégies d'apaisement ou Mhm. d'ancrage Ouais. pour comme vivre le quotidien, puis que ça soit moins comme une explosion de symptômes. Puis Mhm. ensuite, quand tu parles d'intégration, c'est ben en fait ça passe par souvent un processing là, de l'histoire, des souvenirs, mais ça c'est pas juste hein, parce qu'on des fois on a l'idée ok c'est revisiter ses souvenirs en thérapie, tu sais en exposition, soit en imagination narrative, mais oui et il y a aussi tout un travail de deuil dans cette phase-là. Tu sais, c'est normal de vivre des émotions difficiles, puis peut-être faire des changements de vie en lien avec ça, ou faire des deuils de certaines relations.
en lien avec les traumas qu'on a vécus. Donc, c'est oui de revisiter les souvenirs, puis un peu de comme diminuer la peur qui est associée à ces souvenirs-là. Mhm. Les fameux principes d'exposition que les psys, on travaille avec ça en background théorique, mais il y a comme un aspect autre à ça, que souvent j'ai l'impression Mhm. qu'il est moins abordé. C'est oui, c'est pas en revisitant les souvenirs, mais c'est aussi beaucoup en faisant là, comme travail émotionnel associé qui est pas nécessairement facile. Puis là, tout Mhm. ça peut mener vers comme, OK, j'intègre ça à... Fait que ce que tu dis, c'est une intégration. C'est comme si ça, c'est un peu plus la fin. En même temps, il y a des allers-retours. Mais j'intègre ça à, ben, OK, avec tout ça, maintenant que ça fait pas juste flotter en symptômes, ça, c'est comme j'ai un narratif, c'est intégré dans mon histoire de vie, ben, qu'est-ce que je veux faire? Qui j'ai envie d'être? Mhm. Comment j'ai envie de me redéfinir, tu sais. Fait qu'on vient de résumer en quelques minutes un peu ce que pourrait être une psychothérapie Mhm. en lien avec les traumas. Ouais. Puis je pense que ça répond à une question que je me fais souvent poser ou qu'on se fait souvent poser là, tu sais, en intervention par rapport à la distinction entre ce qu'on peut faire en relation d'aide, en intervention sexologique, par exemple, ce que moi je peux faire comme sexologue versus en psychothérapie, que ça soit psychologue ou sexologue psychothérapeute. Puis je pense que Ouais. ça le résumait bien aussi parce que justement, nous, souvent, ce qu'on va faire, ben, ça va être d'aller identifier, tu sais, c'est quoi les déclencheurs, comment Mhm. on peut valider comment on se sent, l'identifier, puis répondre à nos besoins sur le moment aussi, tu sais, trouver des stratégies sur le moment, Oui, oui. mais il y a quand même souvent un besoin d'aller approfondir, intégrer, puis d'aller un petit peu Mhm. plus loin, un petit peu plus profond, par exemple, quand il y a Oui, des puis traumas. c'est ça. Puis je pense que tu as vraiment bien résumé. Tu sais, ça serait quoi, là? Puis tu sais, après, euh, je pense qu'il peut y avoir des nuances, tu sais, selon si on est sexologue ou, mettons, psychoéducatrice ou travailleuse sociale. Mhm. Je pense que vous avez tous vos champs euh, d'expertise. Il demeure que c'est vrai. Que souvent la phase de comme euh, narration de l'histoire, digestion émotionnelle, les deuils associés, c'est souvent le champ de la psychothérapie. Tu sais, c'est comme cette zone-là Mhm. qui peut moins, en fait, qui peut moins être faite parce que ça serait Ouais. considéré comme un acte de Mhm. psychothérapie, là. Fait que Ouais. Surtout si on retourne à l'enfance. oui, 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 Mhm. exactement. T'as tout compris. Donc, tu sais, c'est pas de dire que vous, c'est ça, je pesais mes mots parce que c'est pas de dire que vous pouvez pas parler d'émotions, là. Vraiment, vous pouvez le faire. Mais je pense que tu l'as bien dit, c'est que souvent, oh, OK, là, ça vient faire des liens avec l'enfance, surtout si les traumas ont lieu à l'enfance. OK, on est dans les liens passé-présent. Oh, OK, là, on est dans le champ de la psychothérapie pas Ouais. mal. Tu sais. Mhm. Donc, mais ça laisse quand même de la place pour faire beaucoup de travail, là, dans le sens où identifier là, ces déclencheurs, là, ça peut être le travail de beaucoup de temps, dans le sens où des fois c'est évident, mais des fois ils sont pas évidents. Là. Des fois, les gens, juste de s'arrêter pour remarquer quand est-ce que l'angoisse monte, c'est pas. Je t'en parlais un petit peu, je pense, avant qu'on. Ben, dans nos conversations avant le podcast, mais c'est souvent, on a le classique, bon, dans le trauma, la personne a vu ça, c'était telle couleur. Donc là, s'il y a cette couleur-là, ça va réactiver. Mais les Mhm. déclencheurs peuvent être super subtils, là, comme une dynamique relationnelle. Et remarquer une dynamique relationnelle comme étant mon déclencheur, ça peut être tough, ça. Un déclencheur, Ouais. ça peut être une sensation physique. Tu sais, ah, je sais pas pourquoi, je me sentis comme ça dans mon corps, puis là, après, ça a plus bien été. Mhm. Tu sais, c'est beaucoup de Ouais. travail, puis, mais ça, c'est un travail qui se fait. Puis après, du Mhm. moment qu'on est capable d'apaiser, de les remarquer puis de les apaiser, mais on a déjà beaucoup plus j'ai l'impression, une emprise sur notre vie. C'est Mhm. notre corps, on a vécu des traumas, on a ces réactions-là. Puis on les vit, mais on est capable de faire comme, je sais c'est quoi, OK, ça c'est une stratégie qui marche. J'ai remarqué mon hyperactivation, mettons, à temps pour appliquer ma stratégie. Ah, c'est cool, tu sais, j'en ai pas eu pour comme 2 heures en mode comme crise. Puis là, Mhm. ça a pris, je sais pas moi, je fais un exemple, là, genre 25 minutes, puis je continue ma journée. Mais il y a quand même beaucoup plus de pouvoir sur sa vie, là. On est quand même dans un processus de rétablissement déjà, là. Mhm. Tu sais, il y a ça Puis, aussi, des fois, l'idéal de comme, faudrait, ouais. tu sais, tout faire, mais tu sais, les gens ont le droit d'avoir leur rythme. Les gens, on pourrait même vouloir arrêter là. Tu sais, de se Mhm. dire, une fois que j'ai mes stratégies, puis comme, que je suis capable d'apaiser mes réactions post-traumatiques, puis moi, genre, c'est correct. Au pire, ils reviendront, mais vu que j'ai mes stratégies pour les Mhm. diminuer, ça me tente pas de replonger Mhm. dans tout ça. Ouais. Ça serait vraiment un choix qui s'honore, là, tu sais. Pas de Puis, problème. est-ce que selon toi, seulement en se trouvant des stratégies, en empêchant sur le moment, en répondant à ses besoins sur le moment, tu sais, pour se sentir mieux, est-ce que ça peut
éliminer complètement les déclencheurs? Faire en sorte que ces déclencheurs ne déclenchent plus, tu sais. C'est une bonne question. C'est comme si là, faudrait que je réponde Ouais, c'est trop une bonne question. Il y a peut-être pas de réponse nécessairement Ouais, puis j'ai pas la réponse. simple. Je pourrais répondre un peu en disant, il y a certainement des personnes qui n'auront pas fait là, une exposition à leurs souvenirs puis qui ont vraiment une diminution significative de leur réponse de stress post-traumatique. Ça existe. Donc, j'ai envie de dire, ça peut. Ouais, ça dépend beaucoup des gens aussi, j'imagine, des situations, comme il doit y avoir énormément de facteurs qui jouent là-dessus. Exactement. Exactement. Ce qu'on sait, c'est que c'est souvent, les études nous montrent que c'est souvent comme, oui, le travail d'exposition, ça va aider. Fait que ça serait la réponse très scientifique, collée aux essais cliniques. Après, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait d'autres formes de thérapie qui peuvent être plus comme skills-based, tu sais, d'apprendre des stratégies de gestion, de justement repérer ses déclencheurs, apprendre juste comme c'est quoi le post-trauma, tu sais, puis qu'on voit aussi que ça, en soi, ça a un effet. Fait qu'il pourrait diminuer significativement. Voilà, fait que je pense que... Puis il y a des courants aussi dans la littérature qui disent un côté, qui disent l'autre. Genre, dans le monde du trauma, là, on appelle ça un peu la thérapie par phase, là. Puis tu sais, il y a des personnes qui disent, on prétend genre de phase 1, qu'on appelle un peu comme la stabilisation, qui vont dire, ça peut être ça, la thérapie. Puis il y en a qui vont être comme, là, si tu fais pas de phase 2, ce qui est comme l'exposition souvenir comme telle, non, on guérit pas le post-trauma, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas une réponse, je pourrais pas prétendre l'avoir, là, ça serait comme donner de la mauvaise information aux gens, mais j'ai envie de leur dire, on lit les deux dans les recherches, dans la clinique, puis moi, mon expérience clinique me dit, j'ai vu les deux. J'en ai vu des gens que ça a diminué significativement sans qu'ils revisitent toute leur histoire. Donc, je pense que ce serait ma réponse nuancée. Ouais, c'est bon. C'est bonne réponse. Puis, est-ce que, pour revenir un petit peu sur les symptômes qu'on parlait tantôt, par exemple, si on parle de flashback, je pense que c'est un qui revient quand même souvent là, quand on parle de trauma en lien avec la sexualité, de reviviscence. Est-ce qu'il y aurait des trucs, tu sais, je comprends qu'il ne doit pas avoir de trucs nécessairement universels, mais on parle un petit peu de technique d'ancrage, par exemple. Est-ce qu'il y a des trucs que toi, tu suggères plus que d'autres? Oui, tu sais, il y en a. Il y a de l'ancrage qui peut être physique, il y a de l'ancrage qui peut être mental. Donc, tu sais, physique, là, c'est souvent les gens, ils sont comme, oui, sentir mon corps, sentir une zone de mon corps qui est plus accessible dans ce temps-là, ou pousser dans un mur, ou il y en a qui peuvent même aller chercher un ice pack. Fait que physique, ça le dit, là. On s'amène dans le corps. Et pour certains, la respiration, ça marche, mais en même temps, j'ai dit les sensations physiques peuvent être un déclencheur, donc je pense que tu me vois venir. Puis j'en ai parlé aussi dans un post Instagram récemment, comment ça pourrait être ancrant pour certaines personnes, mais déclenchant pour d'autres. Donc, ça peut être une option, les exercices de respiration, mais peut-être pas. Puis ça serait correct. Fait que souvent, quand les gens sont très... pour les gens qui sentent que quand ils ont une réaction, que ce soit un flashback ou un souvenir, tout ce qui est de l'ordre de l'intrusion, puis que c'est beaucoup... Leur corps réagit dans ces moments-là, moi, j'ai tendance à suggérer de faire de l'ancrage mental. L'ancrage mental, c'est d'emmener sa tête sur quelque chose du présent qui n'est pas le trauma. Donc, parce que dans le présent, le trauma n'est pas là, à moins qu'on soit vraiment dans une situation traumatique. Mais mettons qu'on est avec notre partenaire, qu'on a de l'intimité, tu sais, là, c'est comme des choses qui peuvent être comme, je pourrais en dire une ou deux. OK, on pourrait nommer toutes les choses ensemble de cette couleur-là dans la pièce, ou on s'en va ailleurs, là, on s'en va vraiment ailleurs, mais ailleurs dans le présent. Donc, pas ailleurs pour faire semblant que le présent n'existe pas puis qu'on veut éviter nos affaires. Là. Juste donner un signal à notre cerveau que c'est pas le temps du trauma en ce moment. Là. Donc, on n'est plus dans ce temps-là. Donc, regarder les choses de couleur, mettons orange dans ma chambre, ça se peut que ça m'aide à me rappeler que je suis dans ma chambre. Puis que ça serait considéré comme un ancrage plus mental que physique. Ouais. Physique qui impliquerait vraiment plus les sensations du corps, là, comme le toucher. Oui, exactement. T'as compris. Fait que physique qui impliquerait le toucher, les sens, puis mental, ça va être vraiment comme plus cognitif, justement. Donc, puis ça pourrait être de commencer à nommer plein de mots qui commencent par telle lettre. Puis on peut faire ça ludique,
Comme ça se peut là, d'avoir du plaisir dans nos ancrages, même si on trouve que c'est niaiseux, si la technique marche, elle est vraiment pas niaiseuse, tu sais. Donc, ouais, de l'ancrage, c'est pas nécessairement, des fois, les gens vont penser, ah, c'est respirer, méditer. Pas tant, là. L'ancrage, c'est quand même actif, là. L'ancrage, c'est qu'est-ce que je peux faire pour sortir d'une réponse d'hyperactivation ou d'hypoactivation, plus shutdown, dissociation dans mon corps. Et donc, souvent, c'est quelque chose d'actif qu'on va faire. C'est pas de dire aux gens de plus méditer, de plus respirer, mais ça, c'est un peu plus comme de l'apaisement à pratiquer au quotidien, qui fait du bien, qui est un bon self-care. Quand on a besoin de s'ancrer, ça se peut qu'on ait de la misère à faire ça, puis ça serait normal. Okay. Puis là, j'imagine aussi les gens, quand on pense en contexte sexuel, ça demande quand même une bonne aisance avec son partenaire du moment aussi, de pouvoir faire ça, ou du moins une bonne capacité à affirmer ses besoins, à dire si on a besoin d'aller prendre une pause pour le faire seul, si on n'est pas nécessairement à l'aise de le faire avec l'autre personne aussi. Là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis là, on a beaucoup parlé, tu sais, je me rends compte des reviviscences, mais il y a tellement d'autres manifestations du stress post-traumatique. Fait que je veux juste normaliser que il y a autre chose comme le fait que dans le post-trauma, tu sais, il y a de l'évitement, souvent, qui est là. Il y a aussi des fois des réactions d'hyper-éveil qui sont juste installées. C'est un corps comme tout le temps en hyper-éveil, même pas nécessairement besoin d'avoir de déclencheur. Puis je vais pas faire la liste exhaustive, là, mais dans le stress post-traumatique complexe, comme le trouble de stress post-traumatique complexe, qui est dans une classification, pas le DSM, une autre, qui existe aussi comme diagnostic, ben on vient ajouter tout comme des manifestations de vision de soi négative, de difficultés relationnelles et de difficultés émotionnelles. Fait que je veux juste qu'on l'aille en arrière-plan, là, qu'on pense, OK, si je vis avec ces enjeux-là dans cette condition-là, mettons qu'on pense au TSPT complexe parce qu'on a vécu un trauma, par exemple, de nature sexuelle répétée ou dans notre enfance, notre adolescence, ben on s'imagine là, le nombre de choses avec lesquelles on compose parce qu'il y a comme tel le rappel de, ben, mettons que c'est dans la sexualité, puis là, j'essaie d'avoir de la sexualité, c'est assez clair. Donc, peut-être les reviviscences peuvent se déclencher, mais il y a aussi tout le reste. Si j'ai des difficultés juste à créer des relations, à faire confiance, que je suis plus dans la méfiance. Là, on n'est même plus dans déclencheur flashback, là, on est juste dans comme tu me demandes d'appliquer une stratégie d'entrée avec mon partenaire, mais moi, je suis méfiante, tu sais. Donc, il y a tout ça. Il y a les autres manifestations du trauma, du TSPT complexe qui peuvent être en train de jouer. Puis si moi, ma vision de moi est comme, ouf, tu sais, je vais-tu m'autoriser à avoir le droit de faire ça? Je pense que je mérite ça, de prendre mon temps, puis de faire des jokes avec mon partenaire sur genre la couleur orange. On joue à trouver les couleurs oranges. Tu sais, c'est là où, des fois, l'ancrage, puis les techniques, tu sais, là, on donne des exemples, mais c'est important pour moi que les gens entendent que c'est pas un one size fits all parce que ça a l'air tellement simple. Appliquez-les vos stratégies, madame. Ouais. Mais tu sais, derrière ça, il y a beaucoup de choses pour arriver à faire comme, OK, je m'autorise à le faire, je le fais. Ouais, il y a tellement d'autres facteurs sur lesquels ça vient jouer qui peuvent rendre ça vraiment difficile. Exactement. Donc, tu sais, c'est comme quand tu dis, tu sais, il faut que la personne ait confiance en son partenaire, peut-être qu'elle aimerait mieux le faire toute seule, t'es à la bonne place. C'est vrai. C'est vrai. Puis on peut peut-être s'autoriser ça, tu sais, si on en a besoin, de dire, ben, là, à ce stade-ci dans ma relation, quand je vis ça, je vais avoir besoin de me retirer toute seule un moment. Ça se peut que c'est une étape. On dit tout le temps que les petits pas en thérapie, là, donc c'est sûr que ça peut être une option. Ouais. Puis, ouais, en effet, puis c'est ça, c'est pas toujours évident, mais je pense que, ben, plusieurs personnes, moi, de ce que j'entends quand je pose la question, tu sais, mais quand ça arrive, par exemple, qu'est-ce que la personne fait, puis souvent, c'est juste, tu sais, comme, ignorer ou, tu sais, refouler, attendre que ça passe, par exemple, fait faut juste de normaliser, de comme prendre des pauses, genre dans la sexualité, comme juste ça, mais tu sais, ou des fois même ça m'est arrivé de suggérer de au pire trouver un code comme un mot, tu sais, puis même là je sais qu'il peut y avoir plein de choses qui rendent ça plus difficile, mais tu sais des fois quand sur le moment on dit hey, là je me vois pas expliquer à la personne que je suis en train d'avoir flashback ou autre, tu sais. J'imagine que dans certains cas ça doit pas toujours être quelque chose qui est comme accessible sur le moment, mais tu sais que ça soit une forme de toucher ou un mot pour juste dire à l'autre qu'on prend une pause, là. Oui, puis définitivement, les gens ont le droit, puis après, on peut normaliser que oui, ça peut être difficile, mais certainement qu'il y a beaucoup d'autres choses que tolérer, comme tu dis, parfois, c'est dur de se l'autoriser,
Puis je sais pas si c'est quelque chose, tu sais, moi je ne suis pas sexologue, mais quelque chose que j'ai l'impression qui peut aider, en tout cas que tu sais, dans certains livres sur, c'est plus en anglais, manque de littérature en français, mais sur le rétablissement post-trauma sexuel spécifiquement, tu sais, on peut encourager d'avoir du plaisir sexuel avec soi-même. Parce que juste ça, juste le rapport au corps, juste de, de s'autoriser un plaisir sexuel, de soi regarder son corps, ben c'est une façon d'apprivoiser ça, puis on n'a pas à dealer avec tout le reste du stop et de la communication. Puis là, je suis loin de dire, fait que là, on oublie ça, le sexe avec les partenaires, en contexte post-traumatique, c'est pas du tout ça. Mais c'est des fois de voir ça comme, hey, la sexualité, tu sais, ça se pratique aussi de d'autres façons. Puis, et si ça faisait partie des options pour moi pour y aller graduellement? Donc, il y a ça aussi que j'ai l'impression, en tout cas, qui peut avoir aidé certaines personnes. Ouais, puis en effet, ça peut être soit une première étape ou complémentaire, là, je pense, que ça permet de s'exposer, ça permet de s'exposer à des situations, à peut-être des déclencheurs, des sensations, mais en arrivant peut-être plus facilement à se mettre dans un contexte où on se sent safe, tu sais, avec soi-même, là, puis en allant peut-être un petit peu plus à son rythme, parce que ça soit plus facile d'aller à son propre rythme en étant seul. Il y a vraiment, oui, exactement. J'aime l'idée de complémentarité. Et il y a vraiment des fois ce sentiment-là d'avoir un corps, tu sais, défaillant ou d'être défaillante. Mais c'est normal, tu sais, d'avoir des réponses de stress post-traumatique en contexte de sexualité si on a eu un trauma sexuel. Je veux dire, c'est normal. Donc, c'est très difficile, je pense, parce que ce que tu dis, c'est que les gens vont comme, beaucoup de personnes peuvent être dans hey, je vais tolérer, tu sais. Je pense que derrière ça, en tout cas, j'ai envie d'inviter les gens à peut-être aller voir hey, comment ça que je me fais endurer ça, tu sais. Comment ça que je fais ça, puis ça me tente-tu de me donner le droit de pas faire ça, tu sais, finalement. Puis pour ça, souvent, il y a derrière, je dis souvent, il n'y a pas juste un modèle, mais il y a souvent une fondamentale croyance que, ben, il va falloir que je le tolère parce que c'est moi qui est pas normal, c'est moi qui en ai pas revenu, ça fait 15 ans que j'ai vécu ça. Mais il y a personne qui a dit qu'on était obligé d'en revenir, là, puis d'aller vite là-dedans. Puis souvent, les gens, après, on leur demande, puis ils n'ont jamais adressé ça. Donc, c'est la première fois qu'on pense à le regarder, c'est normal que ce soit pas déjà réglé. Donc. Ouais. Ouais, en effet, mais je pense que même si c'est pas évident encore une fois, mais tu sais, juste de se poser la question dans le moment de qu'est-ce que nous on aurait besoin, tu sais, si c'était pas par exemple de comment l'autre personne pourrait percevoir ou réagir ou des normes de la société par rapport à comment la sexualité devrait se passer, tu sais, qu'est-ce que j'aurais besoin de faire, tu sais, des fois on me dit ben ça serait juste de me mettre en boule dans une couverture, ben tu sais, on va expliquer comme pourquoi c'est difficile à faire, tu sais, puis qu'est-ce que ça prendrait pour arriver à répondre à ce besoin-là de réconfort ou de oui, c'est ça. Puis c'est bien de connecter les gens à leurs besoins. Je pense que ça me permet de toucher un autre sujet que peut-être des personnes qui écoutent, si c'est leur vécu, vont se reconnaître. C'est comme quand on a surtout dans les traumas à long terme, là, il y a, en fait, peu importe le trauma, il y a une tendance à avoir tourné le regard ou les actions vers l'extérieur. Puis dans le trauma chronique, là, le trauma à long terme, c'est vraiment, mettons, dans une relation interpersonnelle, là, c'est particulier parce que là, ça devient un peu comme le pain quotidien, t'sais. Et ça fait que des fois, juste ça, c'est super épeurant. OK? Puis c'est quelque chose qu'on dirait qu'on peut avoir de la difficulté à comprendre. T'sais. Ben, écoute, tes besoins, ça va bien aller, mais pour les gens qui ont dû, pour survivre, toujours porter attention à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que les traumas interpersonnels, c'est des dynamiques de pouvoir, c'est hiérarchique. Si on pense par exemple à l'inceste ou à la violence conjugale, il n'y a pas vraiment de place. Puis c'est super intelligent de ne pas tourner le regard vers soi si on avait fait ça puis on s'était affirmé. Ou on pense juste à une situation d'agression sexuelle, ben on se met en danger. Là, comment va réagir mon agresseur? Donc, c'est intelligent au moment où ça se passe que le corps fasse comme ou même la psy, OK, je vais comme faire qu'est-ce qu'il faut pour comme m'oublier. Juste m'oublier, juste survivre. Puis être vigilante à ses besoins. Maintenant,
c'est dur à défaire comme cassette. Tu sais, maintenant, Ouais. c'est plus ça. Mais des fois, c'est le petit pont qui est dur comme à franchir, là, puis ça peut être un travail en soi thérapeutique de, voyons, hey, c'est vrai que j'ai de la misère à tourner vers mes besoins. Comment ça, j'ai de la misère à tourner vers mes besoins? Ça se peut que Ouais. ça provoque une peur, littéralement, de tourner vers mes besoins. Mhm. Ouais. Puis j'imagine que dans ce contexte-là aussi, ça peut commencer par parce qu'on s'entend déjà à la base, dans le contexte de sexualité, ça peut être difficile à faire. Fait que j'imagine qu'il y a une partie où d'apprendre à le faire dans d'autres contextes de sa vie, de sa relation, peut-être rendre ça plus facile à appliquer dans le contexte de la sexualité aussi. Je trouve que c'est une bonne. Ce que tu mentionnes, c'est comme quand même un bon flash. Tu sais, j'y avais pas pensé, mais oui. Je trouve que c'est vrai, tu sais. Puis on s'était dit avant d'enregistrer le podcast que c'est comme si le trauma, c'est un peu tabou, la sexualité, c'est un peu tabou. Toutes les deux, on est d'accord que ça devrait pas l'être, mais tu sais, on est comment qu'on va vraiment parler des deux en même temps. Fait que, si on applique ça, je me dis, c'est vrai que c'est un peu comme le contexte ultime de pratique, là, la sexualité, puis peut-être que les gens, ils en veulent d'autres, tu sais, parce que la sexualité, ça amène la relation, ça amène l'intimité, ça amène le corps, donc des déclencheurs même très Mhm. concrets, visuels. On est en situation de peut-être honte intensité là, du côté de la pratique, puis je veux pas décourager les gens. S'il y en a qui c'est comme ils veulent absolument, ils sont comme hey, non, non, moi je vais me pratiquer à mettre mes limites, de mes besoins en relation sexuelle. Super. C'est juste de normaliser que ça se peut que c'est d'autres contextes qui vont être plus faciles en premier. Ben, puis si Mhm. c'est le cas, tant mieux, tu sais. Ouais. Ouais. Hmm. Mais c'est vraiment intéressant, il y a tellement de choses à aborder. On pourrait continuer à faire une série de... Une série de- là-dessus, je suis Ouais. d'accord. Ouais. Mais je sais pas si... Je pense qu'on a pas mal abordé tout ce qu'on se disait. C'est Mhm. sûr qu'on aurait pu approfondir évidemment pendant des heures sur d'autres choses, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter peut-être par rapport à Mm. la guérison, autres ressources ou, tu sais, ou Ouais, options qui existent pour les ouais, personnes qui ben je ont... pourrais peut-être, oui, dire quelques mots. Puis une des choses, c'est comme, je pense que j'ai pas mentionné, puis je me disais, ah, j'aimerais ça dire ça. Quand on va parler au podcast, je pensais à ça, tu sais, c'est comme si la sexualité, c'est comme si les gens, des fois, là, ont des réponses post-traumatiques ou de trauma complexe, puis il y en a tellement à dealer avec que c'est comme, ah, ben la sexualité, le fou. Puis en même Mhm, temps, j'ai envie de dire, tu sais, les gens ont le droit, là, de se souhaiter ça, puis d'y mhm, croire, tu sais, que il est possible d'avoir une sexualité même si on a vécu des traumas, puis c'est pas obligé d'être la sphère qui est délaissée. Fait mhm. qu'ils ont autant le droit d'aller à leur rythme que de se dire hey, moi, je la délaisse pas cette sphère-là, puis ça me tente, tu sais. Ouais. Puis Mais c'est ça, vrai que c'est c'est une des souvent quelque choses. chose qu'on entend, tu sais, parce que Mhm. dans un contexte comme ça, où on va souvent dire que tu sais, là, la personne est comme en mode survie, on va se concentrer sur vraiment la base. Exact. Euh, mais pour certaines personnes, c'est ça, c'est de vouloir garder cette sexualité-là. Puis aussi un peu comme tu le décrivais, je pense que peut-être dans un contexte de couple où les besoins de l'autre personne entrent en jeu, puis ben, dans le sens, je dis Mhm. ça pour la personne, là, comme de vouloir satisfaire ces besoins-là. Euh, Mhm. fait qu'il y a comme une pression supplémentaire à ce niveau-là, tu sais, qui C'est devrait ça. pas être Fait que présente, mais on s'entend que réalistement, ouais. c'est ça. Fait que c'est à la fois difficile et les gens ont le droit d'avoir de l'espoir puis de Mhm, vouloir comme je vais le dire comme ça, mais comme réclamer leur sexualité, tu sais. Ils ont le droit de se souhaiter ça, d'espérer ça, puis ça se peut, tu sais, que ça fonctionne. Fait que c'est comme mhm, le mot, la chose à dire, on dirait, de mot de la fin que j'avais. Puis sinon, mais pour les ressources, parce que là, on est là à semer l'espoir, je pense que ben, les gens doivent sûrement savoir que, tu sais, en termes d'organismes communautaires, c'est beaucoup les CALAX. mhm, Euh, si on sent ou on se doute, ou on pense qu'on est en stress post-traumatique ou en stress post-traumatique complexe, bien sûr, les psychologues. Puis c'est sûr que je le sais qu'il y a de l'attente, fait que je dis ça, là. Puis j'invite les gens à aller voir sur le site de l'OPQ, l'Ordre des psychologues du Québec. On peut définitivement chercher, mais aussi chercher avec mots-clés. Fait que les gens mhm, peuvent chercher des psychologues qui font de l'accompagnement pour le trouble de stress post-traumatique, que j'aime mieux appeler réponse de stress post-traumatique d'ailleurs. Et sinon, ben là, c'est sûr que je vais prêcher pour toi, mais tu sais, c'est sûr que si le trauma est sexuel, puis que les gens veulent adresser les impacts sur leur sexualité, puis veulent apprivoiser la sexualité graduellement d'une façon qui est comme j'ai du plaisir, sans concordance avec mes besoins, mais évidemment des sexologues, tu sais. mhm. Donc,
Ouais. Donc, il Puis y a de tout trouver, ça. c'est ça, les approches qui fonctionnent aussi pour les gens, tu sais, les professionnels qui fonctionnent, ou les différentes approches, que ça soit justement sexologie, psychologie, psychothérapie. Je pense que d'essayer différentes choses aussi, même si c'est pas toujours évident, là, mais... Oui, et- puis une chose qu'on n'aime peut-être pas assez, c'est que, bon, puis il y en a beaucoup de gens qui savent que ça existe, mais ça m'arrive encore de rencontrer des personnes qui savent pas, c'est l'indemnisation des victimes d'actes Ouais, criminels. c'était Ça là, je existe. l'en ai, ouais. Mhm. Oui. C'est là, bon, ben vas-y, je te laisse décrire. Non, non, mais c'est super aussi, mais je pense que c'est important de le rappeler, tu sais, l'IVAC, parce que l'argent est un frein, un grand frein, là, quand Mhm. vient le temps de la santé mentale, physique, là. Ben, tout ce Exact. qui est pas couvert. Mais ils L'IVAC remboursent peut. une bonne partie des rencontres, là, ou pour même les professionnels ne cherchent pas nécessairement la différence, là. Mais par exemple, moi j'en prends, puis même si les professionnels en prennent pas aussi, tu sais, je pense qu'on peut juste renvoyer les reçus à l'IVAC puis être remboursé par après, tu sais, sans nécessairement avoir besoin d'un professionnel qui prend les mandats IVAC puis qui s'occupe des... Mhm. Je pense que c'est vraiment Mm. important que tu aies ajouté ça parce que il y a comme ça, là, ça ne se sait pas assez. Tu sais, Ouais. malheureusement, bon, il y a quand même beaucoup de professionnels qui préfèrent ne pas faire affaire avec ce tiers payeur-là parce que, bon, il y a quand même une certaine lourdeur Mhm. administrative et de délai et tout ça. Mais ce qui est chouette, c'est que maintenant, l'IVAC accepte que les gens comme, OK, ils paient leur rencontre, mais se fassent rembourser eux-mêmes en envoyant leur reçu, même Ouais. si le professionnel n'est pas enregistré comme fournisseur. Des fois, ça peut être même que les gens le disent, c'est un professionnel, ah ben si c'est moi qui le fais, puis ça serait-tu Mhm. correct? C'est rare que quand les professionnels sont informés de ça, ils reculent, là. C'est plus souvent le Ouais. fait qu'ils sont fournisseurs ou pas. Mhm. Donc, ça, c'est une belle option. Ça rembourse quand même. Souvent, en psychothérapie, ça va rembourser une bonne partie, là, pas au complet, mais Mhm. une bonne partie des frais. Ouais. Donc, ça peut être une aide très le fun. Puis, c'est Mhm. sûr que souvent, le début, c'est remplir là, la demande là, au début que les gens trouvent difficile. Mais une fois que c'est fait, là, quand même, on peut avoir de l'accompagnement à Mhm. long terme. Ouais. Puis les organismes peuvent offrir du soutien aussi là-dedans. Je pense que c'est important de le nommer, là, mais les Calax ou autres, nous à Québec, c'est entre autres via Oui. le secours, là, mais il peut y avoir des Mhm. intervenants qui aident à remplir les Oui, différents oui, formulaires, oui, là. oui, Fait que oui, oui. ça aide aussi parce que c'est sûr qu'après certaines situations, des fois, ça peut être on peut ne pas avoir la tête à comme une charge mentale supplémentaire de formulaires et autres, là. Oui, il y Puis a vraiment des organismes qui font mm. cet accompagnement-là, je le confirme. On adore, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Puis, il y a une durée, si je me trompe pas, mais en tout cas, les gens peuvent se référer au site de l'IVAC là, pour plus de détails, là, mais il y a une certaine durée après l'événement qu'on peut, sauf exception. Fait que, je pense que c'est Hmm. 3 ans après un événement, si je me trompe pas. Mais, Ça, je en le tout cas. sais pas par cœur, mais tu fais bien de référer les gens au site de l'IVAC parce que il y a quand même beaucoup d'informations, honnêtement, sur leur site web. Moi-même, en tant que professionnelle, quand j'ai commencé à pratiquer, puis moi, je suis fournisseuse pour IVAC, ben, j'ai moi-même trouvé beaucoup de réponses à mes questions avec le site web. Donc, Mhm. j'encourage vraiment les gens qui Mhm. sont comme « Ah, ça me concerne-tu? Ça me concerne-tu pas? Ça marche comment? » Comme la première étape, se rendre sur le site web. Mhm. Puis, est-ce que toi, tu prends des nouveaux clients? Grande question. Pour le moment, non. Ma liste d'attente, elle est fermée depuis peu, mais ça bouge quand même. Donc, tu sais, les gens peuvent m'écrire un courriel. Il y a aussi d'autres psychologues qui sont super compétents à qui les gens peuvent écrire. Mais oui, tu sais, moi, ce qui est sûr, c'est que je réponds aux gens, puis par moment, ma liste d'attente s'ouvre. Donc, en ce moment, Ok. comme ma pratique privée est plus petite, et que là, j'avais eu beaucoup de demandes. Elle est fermée, mais elle pourrait réouvrir, là. Donc, les gens peuvent m'écrire. Ok. Puis je Puis, réponds. Je réponds où on en est dans l'attente. c'est bon. Puis, j'inviterai aussi les gens à aller suivre sur Instagram. Là. Tu partages vraiment du bon contenu éducatif, Mm. simplifié, accessible, je trouve, puis qui parle de sujets très nécessaires aussi. Fait que je mettrai le lien dans la description là, du podcast. Je sais pas s'il y avait d'autres services ou autres que tu voulais parler. Hey, je pense que ça fait pas mal le tour. Merci de ces commentaires sur ma page. J'invite les gens à aller voir les informations. Je pense que c'est un début, c'est des informations, ça remplace pas la thérapie, mais oui, Mhm, allez voir ma page. Puis sinon, ben non, ça fait pas mal le tour. mhm. Ben, merci tellement d'avoir accepté mon invitation. J'espère que cette conversation-là, elle va
être bénéfique pour plusieurs personnes, mais je pense sincèrement que oui. Je pense que c'est un podcast que je vais même suggérer parfois à des clients ou autres, là, parce que ça amène vraiment des bonnes informations. Puis je pense que c'est important, comme on disait au début, d'en parler, de briser les tabous là-dessus, même si c'est un sujet qui peut faire peur ou qu'il y a beaucoup de contre-indications à certains conseils, à certaines approches, à certains trucs, mais au final, Au c'est final, important d'en parler quand même. Vraiment, puis moi, je te remercie d'avoir osé faire cet épisode-là là-dessus. Puis les gens, tu sais, j'espère que ça va pouvoir aider cet épisode-là à ce que elles se sentent pas seules. Des gens qui ont vécu des traumas sexuels, pour qui la sexualité, c'est difficile, ou la sphère intime en général, il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est quand même un vécu commun de pas trop savoir par où commencer. Et il y a de l'espoir, il y a de l'aide. Des fois, je veux valider aussi que c'est long à trouver. On est dans un contexte difficile pour trouver de la psychothérapie. Je veux le valider. Et cette aide-là, elle existe, puis vous n'êtes pas seul, tu sais. Ouais. Donc, voilà. Puis il y a, comme tu dis, je pense que c'est vraiment important de le dire qu'il y a de l'espoir. C'est une question qu'on se fait poser. Est-ce que c'est possible de retrouver une sexualité épanouie ou que les gens souvent vont plus dire normale, même si on a vécu des traumas sexuels, des agressions, d'autres formes de violence. Puis oui, c'est possible. C'est pas nécessairement facile, mais c'est possible. Ouais. Absolument. J'ai la même observation clinique que toi. C'est absolument possible. Ça existe. J'en ai vu. Ça existe. Bon, on va finir sur ce message d'espoir. Sur ce beau message. Merci encore. Salut, merci à toi.